Quoi? Tu as eu une entrevue? Super nouvelle, aujourd'hui je vais t'aider à t'y préparer sur la chaîne de l'œil du recruteur. À tout de suite! J'espère que tu vas bien aujourd'hui. Mon nom c'est Mathieu de Genève, président fondateur de l'œil du recruteur. Donc je suis un ancien recruteur qui offre des conseils en emploi pour trouver donc ton prochain défi professionnel et te donner plus de liberté de mouvement dans ta carrière. Abonne-toi à ma chaîne si tu veux plus de conseils comme ceux-ci. Je publie une vidéo à chaque 2 jours ou environ 3 par semaine. Donc, abonne-toi à ma chaîne pour d'autres vidéos. Ça va t'aider tout au long de ta recherche d'emploi. Donc, merci d'être là. Je tiens à te féliciter d'avoir pris en main ta préparation à l'entrevue d'embauche. Si tu regardes cette vidéo aussi, eh bien, tu as déjà une longueur d'avance sur tes concurrents. La majorité, je te l'annonce, ne se prépareront pas à l'entretien. Ils vont donc laisser reposer ça sur leur personnalité parce que moi, ça va toujours bien. Je suis donc ben une personne nice. Je m'entends toujours bien avec mes interlocuteurs parce que je suis une personne extravertie, puis j'ai du torque, puis je sais m'exprimer. Eh bien, ce sont ces personnes-là qui se plantent et ce sont les personnes qui se préparent qui généralement ont du succès en entretien d'embauche et reçoivent une offre à la toute fin. Donc, tu es peut-être aussi une de ces personnes-là qui vient de se planter à sa dernière entrevue et qui souhaite savoir comment ne pas réitérer la chose et éviter donc de se planter à nouveau. Eh bien, cette vidéo-là, écoute-la jusqu'à la fin, ça va t'aider. Je pense que j'ai des conseils qui sont assez inédits, qui ne se trouvent pas nulle part ailleurs. Et donc, on va regarder en 3 étapes comment on se prépare à l'entretien d'embauche. Première étape, quelle est-elle? C'est évidemment celle qui est moins inédite, hein, c'est la recherche donc sur l'employeur. Donc, on va vouloir peut-être se munir son vocabulaire de mots-clés par rapport aux objectifs donc stratégiques de la base. Si tu as lu le rapport annuel, super bonne chose à faire, surtout si tu es cadre, donc peut-être gestionnaire. Tu vas donc te munir de chiffres qui vont les impressionner, ça va augmenter ta crédibilité en entretien. Tu vas savoir d'entrée de jeu leur objectif stratégique aussi que tu vas pouvoir intégrer dans ton discours. Donc, merveilleuse idée. Si tu as été voir l'actualité, c'est une excellente idée aussi. Je ne passerai pas trop de temps aujourd'hui sur la recherche, que peut-être à refaire une autre vidéo, mais je pense que c'est un conseil qui est assez populaire et qui ne... Oups, mon disque est presque saturé. C'est un conseil assez populaire qui ne vaut pas la peine d'y passer plus de temps. On a le deuxième conseil qui est celui sur lequel je vais passer plus de temps aujourd'hui, qui est de se préparer un jeu de cartes d'exemple. C'est, à mon avis, la raison pour laquelle les gens se plantent en entretien comportemental. Ce qu'on appelle une entrevue comportementale, une question comportementale, c'est lorsque le recruteur te pose une question qui ne se répond pas par oui ou par non, qui est une question qui se répond par une réponse ouverte. Donc, avec des exemples, tu vas devoir intégrer des petites anecdotes dans ta réponse. C'est ce que le recruteur va vouloir entendre pour lui, ça va lui prouver l'acquisition de certaines compétences. Donc, quand tu annonces un fait, j'ai telle ou telle compétence, tu vas devoir appuyer tes dires avec des exemples. Des exemples de questions comportementales, ça va être décris-moi une situation dans laquelle tu as eu à vivre telle chose ou parle-moi d'un moment dans lequel tu étais blablabla. Blablabla. Donc, tu vois, c'est des questions ouvertes qui vont te replonger dans certains moments de ta carrière et sur lesquels tu vas devoir élaborer. C'est ça, un entretien comportemental. Sans ces exemples-là, tu vas te planter et c'est peut-être même la raison pour laquelle tu es là ici aujourd'hui. C'est soit parce que tu as manqué d'exemples, donc tu es venu à court, tu en es venu à bafouer, tu ne savais pas trop quoi dire quand le recruteur te demandait « Ah oui, as-tu un exemple à nous dire là-dessus? » Puis là, tu ne savais pas lequel nommer. C'est peut-être parce que tu avais trop d'exemples aussi et que tu ne savais pas lequel choisir. Donc, tu as un beau parcours, plein de réalisations, de beaux accomplissements. Puis au moment de livrer l'accomplissement le plus éloquent, tu n'as pas su lequel choisir. Donc, à la suite de l'entrevue, tu as des regrets, soit parce que tu as créé des blancs qui ont créé des malaises ou parce que tu n'as pas su choisir le bon accomplissement, puis là, tu regrettes, tu te dis « Ah, j'aurais donc dû parler de cette chose-là », puis là, tu veux leur écrire un email de suivi à la fin en pluguant la chose que tu n'as pas réussi à dire. Ben, il est trop tard, les jeux sont faits, d'où l'importance du jeu de cartes d'exemple qui va te permettre de jouer tes bonnes cartes en temps opportun. Ensuite, la troisième étape d'une préparation à l'entretien, c'est une simulation. Donc, il y a beaucoup de gens qui font ça à l'envers. Ils vont se préparer une liste de questions. Ils vont demander à leur conjointe, peux-tu me poser des questions? Je vais me préparer à mon entrevue de demain. En plus, c'est souvent dernière minute. Et puis, sans avoir des exemples, c'est en vain. Ça ne sert à rien de faire la simulation tout de suite si tu ne sais pas quels éléments vont être dans ton jeu de cartes. Donc, il faut se préparer tout d'abord avec le jeu de cartes et c'est ce qu'on va regarder immédiatement.
Encore une fois, bravo, tu as complété tes recherches sur l'entreprise, tu as demandé à des gens qui ont déjà travaillé là ou qui travaillent là présentement des petites informations sur l'employeur. Tu as été informé sur l'actualité, tu as été lire la vision, la mission, les valeurs. Tu as donc été lire les rapports financiers, rapports annuels. Tu te sens prêt à passer à la deuxième étape et c'est ce qu'on regarde dès maintenant. C'est le jeu de cartes d'exemple. C'est un truc que j'ai dans mon coffre à outils depuis 8-10 ans maintenant. Ça remonte à mon entrevue chez Astral Radio où j'avais été placé par une chasseuse de tête du nom de Marie-Josée Cardin, qui maintenant est à son compte pour Sensei. Et c'est elle qui m'avait enseigné ce que je m'apprête à t'expliquer là. Donc, comment est-ce qu'on structure sa pensée pour l'entrevue. Donc, tu vas arriver, oui, c'est plus structuré et en plus, tu vas arriver avec une meilleure flexibilité. Tu vas pouvoir répondre à quasi toutes les questions d'entrevue, même autant les questions qui mettent en valeur que des questions un petit peu plus pièges, même si les RH ne les appelleront pas comme ça, des questions pièges, mais il faut le dire, c'est des questions un petit peu plus difficiles. Donc, parlez-moi de vous, parlez-moi d'une décision difficile que vous avez eu à prendre, parlez-moi d'un moment de stress que vous n'avez pas réussi à manager, ou parlez-moi d'une réalisation dont vous êtes un peu moins fier. Bref, il y a beaucoup de questions comme ça, dont la question des défauts aussi, ou une responsabilité que vous préféreriez éviter dans votre prochain emploi. Donc, toutes ces questions plus difficiles-là, c'est ça qu'on veut essayer de prévoir pour ne pas être pris au dépourvu une fois rendu à l'entretien d'embauche. Donc, le jeu de cartes, on passe tout de suite à l'explication. Je vais donc faire un petit tableau ici qui résume bien le jeu de cartes. On fait donc 3 colonnes pour commencer. Donc, 1, 2, 3. On a notre première colonne ici, notre deuxième et notre troisième. Alors, dans la première colonne de mon tableau, de mon jeu de cartes, on va y placer 3 ou 4 compétences qui sont, à ton avis, les plus importantes du poste. Donc, si tu es chanceux, tu as toujours une offre d'emploi qui est toujours affichée, à laquelle tu as toujours accès. Sinon, j'espère que tu l'as enregistré. Et en dernier recours, il va falloir que tu t'imagines quelles sont les compétences les plus importantes pour le poste. Ici, quand je parle de compétences, je fais pas référence à dynamique, proactif, ce qu'on voit ici, là, autonome, leadership, bon communicateur. Tu as toujours 2 sections dans une offre d'emploi et ce qu'on veut, c'est aller chercher des compétences plus core que des compétences soft, donc des soft skills en anglais. C'est ce qu'on vient de voir, c'est des compétences transversales en français. Et selon mon expérience, tu vas pouvoir te servir de tes exemples, ceux qu'on s'apprête à préparer, pour leur faire dire à peu près n'importe quoi, d'où la flexibilité. Donc, s'ils te questionnent sur ton sens de l'organisation, ici, ou sur ton sens de la planification ici, tu vas pouvoir faire parler tes exemples pour en arriver à cette conclusion-là. Donc, d'où l'importance d'avoir des exemples qui vont te permettre de diriger un petit peu l'entretien comme tu veux la diriger. Si tu poses une question donc, sur ta gestion du stress, tu vas pouvoir faire parler ton exemple pour parler de gestion du stress. Donc, il y a plusieurs compétences qui font partie d'un exemple à quelque part. Donc, tu vas compter ton anecdote. Et puis là, tu vas dire, ça prouve que je suis une personne qui a une bonne gestion du stress. Tu vois où je veux en venir, mais le même exemple pourrait resservir pour dire, moi, j'ai une bonne autonomie. Donc, la conclusion t'appartient, mais l'exemple doit être préparé d'avance pour donc avoir cette flexibilité-là. On va aller donc choisir des compétences plus core ici et tu dois choisir des compétences dans l'offre d'emploi qui sont aussi, à ton avis, les plus importantes. Donc, évite peut-être les tâches plus routinières. Ici, j'ai un exemple qui est directeur finance. Bon, c'est une agence. Là, idéalement, j'aurais choisi peut-être un employeur, mais c'est pas plus grave. On va aller donc dans le descriptif, donc travailler en étroite collaboration avec le propriétaire dirigeant, c'est pas important. Planifier et contrôler les fonctions comptables et financières de l'entreprise, c'est un directeur des finances, ça va de soi. Là, on n'est même pas obligé de le noter, tu vois. Fournir des recommandations en vue d'aider à atteindre les orientations stratégiques de l'entreprise. OK, super. Là, on a peut-être une première compétence ici. Donc, notre première section ici, c'est nos compétences. Et on va aller donc s'en mettre 3 ou 4 les plus importantes à notre avis du poste ou les plus majeures dans une offre d'emploi. Si tu vas te rendre compte qu'il y a beaucoup de répétitions parfois, donc tu vas avoir des indices sur qu'est-ce qui est plus majeur pour eux, qu'est-ce qui est plus important. Tu vas avoir aussi parfois des points qui se répètent, mais des fois les points vont être au-dessus, donc ça va être plus important pour eux. Ici, c'est un mauvais exemple parce qu'on a des tâches qui sont peut-être pas les plus importantes en première ou qui sont des tâches plus de base.
Et on a quelque chose en troisième qui, est un indice là, qu'on a peut-être quelque chose d'important. Donc, appelons-le donc le rôle conseil stratégique. Et ensuite, on va aller s'en choisir peut-être 2, 3 autres. Donc, une offre d'emploi, selon mon expérience, peut toujours être résumée en 3 ou 4 compétences. Même s'il y a plusieurs points, ils vont te mettre donc 20 points. Ton travail, ça va être un travail d'analyse, de regroupement pour essayer de regrouper chacune des lignes dans la compétence qui va. Donc, tu essaies de te créer des catégories 1, 2, 3, 4 et c'est ça que tu vas préparer. Et ce n'est pas grave si tu te trompes là, dans ton tableau. Parce que comme je te disais, si tu te trompes, ben, c'est pas grave, tu peux. Les exemples qui vont être dans les colonnes 2 et 3 ici vont pouvoir servir parfois à amener d'autres compétences. Donc, même si tu te trompais et que tu n'avais pas préparé d'exemple précisément pour, je sais pas moi, le sens de l'organisation, ben, tu vas pouvoir quand même te servir d'un exemple que tu avais préparé pour rôle conseil stratégique et tout simplement, sortir ta carte. Hein, c'est pour ça qu'on appelle ça un jeu de cartes, ben, t'en servir à un autre moment de l'entretien pour une autre question. Donc, il te demande quelle tâche aimiez-vous le plus faire dans votre ancien emploi? Bah, tu te sers d'une carte à ce moment-là. Parlez-moi d'une qualité que vous avez ou d'un défaut. Tu vas te servir donc de tes cartes. C'est là qu'est le jeu de cartes. Je vais y arriver un petit peu plus tard. Donc, dans l'offre d'emploi qui nous préoccupe, ben là, on a les budgets, contrôle budgétaire. Bon, c'est un directeur financier, c'est sûr. Là, on a analyse de rentabilité. Proposer des solutions pour améliorer la profitabilité. Oups, on a peut-être quelque chose là. Donc, on va aller le noter. Améliorer profitabilité. Donc, tu vois, là, on a un autre point majeur et on va aller s'en noter. Je ne le ferai peut-être pas aujourd'hui là, au complet, mais on va aller s'en noter peut-être une troisième ou une quatrième. Et c'est ce qui va compléter notre première colonne. La deuxième colonne maintenant, c'est la colonne des bons coups. Et la troisième colonne, c'est celle des moins bons coups. Donc ici, pour rôle conseil stratégique, pense à un moment où tu as conseillé donc un gestionnaire et que ça a amené un succès, à une réussite. Donc cette colonne-là, c'est fait pour te mettre en valeur, pour aller répondre aux questions qui sont peut-être plus faciles dans l'entretien. Habituellement, c'est pas là qui est le plus gros problème. Hein. Le plus gros problème, c'est bâtir la section des moins bons coups. Quoique dans les bons coups, c'est là que c'est important de les choisir à l'avance parce qu'on a souvent trop de bons coups à présenter. Et si on a fait l'exercice de les noter d'abord, on va savoir exactement ce que contient notre jeu de cartes en prévision de l'entretien. Donc, ce qu'on veut, c'est des micro-exemples. Donc, on ne veut pas dire ben dans cet emploi-là, j'avais la responsabilité de conseiller les gestionnaires. Non, tu veux un moment dans une histoire qui a duré peut-être 5 minutes ou 1 heure ou une journée, mais tu vois, c'est une micro-histoire. Donc, on avait tel problème, j'ai amené telle solution, et puis là, le gestionnaire, ça lui a permis de prendre la bonne décision parce qu'on avait fait donc la bonne analyse, etc. Bref, tu vois, c'est un moment dans l'histoire, c'est une livraison d'anecdotes. Une entrevue d'embauche, c'est de la livraison d'une série d'anecdotes. Tu es en mode conversation, donc c'est ça qu'on appelle une entrevue comportementale. Ils vont te dire, donc, parle-moi d'un moment où tu as eu à vivre telle chose, etc. Donc, c'est exactement ça que les recruteurs veulent dans une entrevue d'embauche et c'est comme ça que tu vas te démarquer. Donc, plutôt que de dire, bien, dans mon ancien emploi, on faisait la chose de telle façon, bien là, oui, OK, tu peux peut-être le dire, mais termine ta phrase par exemple, il y a un moment où cette chose-là s'est arrivée, donc tu vas devancer leurs questions et tu vas en plus leur donner l'impression qu'ils prennent une décision éclairée sur ta candidature. Et ça vaut de l'or. Donc, en débriefing, suite à la fin de l'entretien, ils vont avoir donc l'impression de prendre une décision éclairée par rapport à ton cas. Ensuite, tu vas prendre un bon coup aussi pour l'amélioration des profits, celui qui est le plus éloquent. Donc, c'est un exercice qui se fait sur plusieurs jours où tu dois réfléchir à ce moment le plus éloquent-là qui est le meilleur pour prouver la compétence en question. Ensuite, tu vas avoir une colonne qui est les moins bons coups. Donc, c'est là c'est les choses qui mettent peut-être moins en valeur où là, tu as eu à faire une recommandation à un gestionnaire, mais peut-être qu'il est arrivé à ne pas prendre la bonne décision, ça a causé des problèmes parce que X, Y, Z. Donc là, tu rentres dans quelque chose qui ne te nuira pas nécessairement à ce qu'on veut. On veut pas nécessairement les pires exemples de l'histoire de l'humanité qui fera que tu n'auras pas le poste. On veut des histoires qui sont quand même éloquentes, qui t'ont mis dans une situation difficile, qui t'ont amené à apprendre de cette expérience-là. Et tu dois même mettre ça dans ta réponse. Donc, il est arrivé telle chose, j'ai appris telle chose, puis tu dois dire aussi ce que tu as fait depuis
pour t'améliorer. Donc, les RH, en plus, adorent ça. Si tu es rentré dans une phase d'amélioration, ils raffolent de ce genre de réponses-là. Donc, tu vas avoir toujours des genres de questions pièges. J'aime pas ça les appeler comme ça, mais on ne se le cachera pas. C'est des pièges à quelque part où tu vas donc avoir à rentrer dans ces moments plus difficiles-là. Donc, est-ce que tu as un défaut dont aimerais-tu nous parler? Ben oui, je suis une personne qui est peut-être pas super patiente. Par exemple, il y a cette chose-là qui s'est passée avec un ancien collègue, puis ça a un petit peu dégénéré parce que ça a eu telle conséquence. Mais bon, j'ai beaucoup appris de l'expérience parce que telle chose, et depuis ce temps-là, ça m'apprend à voir les choses différemment. Si ça avait à se reproduire, je ferais telle chose. Bref, tu vois, l'esprit comportemental, donc ils veulent que tu leur parles de comment tu agirais dans telle situation, ou ils vont essayer de voir dans le passé pour essayer de prédire le futur. Donc, ça va être garant du futur si tu as agi de telle façon dans le passé, ou peut-être que, justement, si tu as cette humilité-là, que tu es capable de reconnaître que tu as fait une erreur, mais encore là, ils vont avoir l'impression de prendre une décision éclairée. Et une fois que tu t'es livré de façon vraie, authentique et véridique, à ces questions de défaut-là, ben, tu vas voir qu'ils vont limiter les questions pièges. Ils ne rentreront pas dans des questions plus difficiles parce qu'ils vont avoir déjà eu ce qu'ils voulaient avoir par ce genre de questions difficiles-là. Donc, question au gestionnaire, parler d'une décision qui n'était pas la bonne décision, comment est-ce que tu as géré ça avec tes employés, comment est-ce que tu as géré les réactions, etc. Donc, c'est ça qu'on veut dans les exemples de moins bons coups, et c'est ça que les chercheurs d'emploi n'ont pas suffisamment. Ils viennent donc à manquer d'exemples. Donc, pour chacune des compétences, si tu as un exemple de moins bon coup, ben c'est bon, mais si tu peux t'en préparer peut-être un deuxième, où là, tu aurais donc pour chacune des compétences, donc 1 et 2, ben là, tu ne seras jamais pris au dépourvu, parce que supposons que le recruteur te demande, OK, ben ça, c'était bon, c'est un bon exemple, mais aurais-tu un autre exemple à nous donner? Ben oui, j'ai un autre exemple à vous donner. Il y a eu cette fois-là aussi où... Donc, tu vois un petit peu la dynamique d'entrevue. Tu vas avoir à leur raconter des anecdotes, à préparer ta livraison, la livraison de ces exemples-là. Améliorer profit, c'est la même chose. Donc, quelque chose qui est peut-être un moins bon coup, là, justement, un de tes moves, une des choses, une de tes initiatives que tu as donc tenté a amené une perte de profit, et ce que tu as appris depuis, et comment tu t'es amélioré, comment tu vois les choses aujourd'hui. Donc, c'est à ça que sert le jeu de cartes d'exemple. Tu vas pouvoir t'en servir pour n'importe quelle question. Tu vas avoir une merveilleuse flexibilité. Tu n'auras plus de nervosité avant l'entretien parce que ton jeu de cartes va être prêt. Et ensuite, une fois que ton jeu de cartes est prêt, ben là, oui, c'est vrai, tu vas être rendu à l'étape de la simulation d'entretien, et tu vas pouvoir donc venir répondre à n'importe quelle question, et n'oublie pas de compléter tes réponses avec « par exemple, il m'est arrivé telle chose ». C'est une livraison d'une suite d'exemples, je le répéterai jamais assez. Et donc, je vais te mettre le lien vers cet article-là dans la description ici sur YouTube. Si jamais tu es rendu déjà à l'étape de simulation d'entrevue, tu veux te pratiquer avec quelqu'un, bien, ce guide-là, ce canevas d'entrevue-là va t'aider beaucoup. Moi, c'est tout ce que j'avais à te présenter aujourd'hui. Donc, si on récapitule les 3 étapes, on avait la recherche. La deuxième, qu'on a vue plus en profondeur, c'est de préparer un jeu de cartes d'exemple. La troisième, c'est donc la simulation d'entretien avec quelqu'un de proche. Et là, tu vas être fin prêt pour ton entretien d'embauche. Essaie de ne pas faire ça trop à la dernière minute. Sinon, au lieu de structurer ta pensée, ça va avoir l'effet inverse. Ça va te mélanger encore davantage. Donc, essaie de te prendre quelques jours à l'avance, si possible, si l'employeur t'a donné ce luxe-là. Donc, prends tout le temps possible pour te préparer, et tu vas avoir donc de merveilleuses cartes dans ton jeu. Je te remercie beaucoup d'avoir été aussi attentif à mes explications, et surtout, je te souhaite le meilleur des succès pour ton entretien d'embauche. Je suis convaincu que ça va bien se passer. Maintenant que tu sais comment t'y préparer, si tu as des questions avant le jour J, n'hésite pas donc à commenter ici sur YouTube. Je vais essayer de répondre le plus rapidement possible, et je te rappelle de t'abonner à ma chaîne YouTube pour les meilleurs conseils de recherche d'emploi au Québec. Parce que je te rappelle aussi que chaque emploi est temporaire. On se dit à très bientôt. Salut!